Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis évidemment très heureux de vous retrouver pour cette 5e rentrée scolaire du quinquennat. C'est évidemment chaque année un moment très important et cette année tout particulièrement. Je suis très heureux de le faire en compagnie de mes 3 collègues qui sont ici, Roxana Maracineanu, Nathalie Elimas, Sarah El Haïry. Comme vous le savez, nous formons une équipe très soudée pour avoir une vision complète du temps de l'enfant et des enjeux de l'enfance, de l'adolescence et de la jeunesse. Puisque être un ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, depuis maintenant plus d'1 an, signifie que nous nous occupons non seulement du temps scolaire, mais de ce qui se passe dans le temps périscolaire, extrascolaire, comme par exemple au cours de ces vacances avec les vacances apprenantes, ou comme nous le faisons avec Roxana Maracineanu pour qu'il y ait plus de sport à l'école. Cette vision complète du temps de l'enfant, c'est aussi une philosophie, et cette philosophie, c'est celle de l'école de la République, c'est-à-dire l'école de l'égalité des chances. Depuis 5 ans, notre objectif, il est très simple. Il est d'arriver à ce que tout enfant, par l'école de la République, puisse s'épanouir, se développer et avoir toutes ses chances dans la vie, tant sur le plan de sa future vie personnelle que de sa future vie de citoyen, sa future vie de professionnel. Et c'est en cela que l'école est le lieu d'incarnation de la République. Et nous n'avons pas perdu un gramme de cela au cours des années. Non seulement nous n'avons rien perdu de cela, mais la crise sanitaire, au contraire, nous a comme révélé à nous-mêmes, nous les Français, c'est-à-dire nous avons réalisé à quel point nous tenions à l'école. L'école est au cœur de la République depuis les débuts de la République, et notamment depuis la Troisième République. L'école est la colonne vertébrale de la République. Et on se le dit depuis des décennies, nous le savons. Sauf que lorsqu'on est en période de crise, et nous sommes en période de crise depuis 18 mois, eh bien, comme pour toute crise, nous nous révélons à nous-mêmes. Et la France s'est révélée à elle-même que l'école, il n'y a rien de plus important que cela, tout simplement parce qu'il n'y a rien de plus important que les enfants, il n'y a rien de plus important que l'avenir du pays au travers des enfants. Et donc, alors même qu'il y a tant de forces de fragmentation dans notre monde, dans nos sociétés, alors même qu'il y a tant de mutations aussi, l'école est un pilier, l'école est ce qui unit, et derrière l'expression de l'école de la République, il n'y a pas quelque chose d'abstrait, c'est pas une incantation, c'est pas un mot qu'on répéterait comme ça pour se faire plaisir. C'est un mot qui signifie très concrètement quelque chose, et c'est un mot qui a signifié depuis 18 mois que nous, les Français, nous avons maintenu l'école ouverte au maximum, parce que nous considérions que c'était notre bien le plus précieux, parce que nos enfants sont notre bien le plus précieux. Ça signifie ça, et ça, pour le coup, il n'y a rien de plus concret. Et je pense que cette 5e rentrée scolaire, elle est évidemment sous ce sceau-là, c'est-à-dire pas seulement la lutte contre la crise épidémique, bien sûr, mais au travers de cela, tous les enjeux éducatifs dont nous allons vous parler aujourd'hui. Et donc, cette notion d'école de la République est au cœur de tous les projets, toutes les politiques publiques qui sont menées. Et donc, aujourd'hui, ce que je souhaiterais présenter devant vous, c'est non seulement ce que nous allons faire sur le plan sanitaire au cours de cette rentrée, mais c'est aussi l'ensemble des mesures qui seront prises. Je voudrais commencer par parler de la laïcité, puisque en ce début d'année, nous allons avoir une campagne sur ce sujet pour que tous les enfants de France, tous les élèves, qu'ils soient écoliers, collégiens, lycéens, puissent avoir à la fois une information, une formation et une sensibilisation au fait que c'est la laïcité qui nous permet de vivre ensemble avec nos diversités, avec nos particularités, mais surtout avec le respect de chacun. Cette affiche qui vous a été remise en arrivant illustre l'approche globale de la vie et du temps de l'enfant au service de sa réussite et de son épanouissement, et la laïcité est évidemment au cœur de cela. Cette conception globale de la scolarité, qui inclut les enjeux de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, eh bien, c'est aussi le message qui est passé au travers de cela. Cette politique générale, vous le savez, depuis le début, elle a 2 grands objectifs qui vont ensemble, qui sont totalement complémentaires, qui sont même les 2 faces d'une même réalité. C'est d'une part l'élévation du niveau général. Il faut élever le niveau général de chaque enfant et donc élever le niveau général de notre pays. Et puis, c'est la justice sociale, la lutte contre les inégalités, puisque j'ai parlé en commençant d'égalité des chances. Ce mot d'égalité des chances doit nous unir tous, puisqu'il signifie que c'est par l'école que nous assurons cette égalité. Et donc le premier objectif, l'élévation du niveau général, repose là aussi sur des choses extrêmement concrètes. D'abord, la première d'entre elles, s'il n'y en avait qu'une, ce serait celle-là,
c'est la maîtrise des savoirs fondamentaux. Je l'ai répété très souvent, même si parfois cela peut apparaître désuet ou obsessionnel. On a souvent fait le reproche, je l'ai entendu. J'assume complètement lire, écrire, compter, respecter autrui. Si ces 4 choses-là ne sont pas là, le reste ne pourra pas être là. Lire, écrire, compter, respecter autrui. Depuis 4 ans et demi, depuis 5 rentrées scolaires, je n'ai cessé de le répéter et je le répéterai encore, parce qu'encore une fois, il y a bien d'autres sujets que celui-là. Il y a bien d'autres choses à faire, et nous le faisons. Mais si nous n'avons pas réussi cela, alors nous ne réussissons pas le reste. Et c'est ce qui a justifié, depuis 4 ans et demi, la priorité absolue à l'école primaire, aussi bien en termes de moyens que sur le plan pédagogique. Bien sûr, cela n'exclut pas les autres sujets. Je parlerai tout à l'heure de la réforme du lycée. Nous ne sommes pas restés inertes sur les autres sujets. Mais si les enfants n'arrivent pas en 6e avec des savoirs fondamentaux consolidés, alors le reste ne peut pas être élaboré. Tout ceci repose sur des politiques concrètes. Elles sont pour certaines bien connues, d'autres moins. D'abord, c'est évidemment le dédoublement des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire, objectif que nous avons réalisé dès le début du quinquennat et qui s'est accompli au fil des années. Cela bénéficie, rien que pour le CP et le CE1, à 300 000 enfants chaque année. Évidemment, 150 000 d'entre eux changent chaque année. Donc ce sont des centaines de milliers d'enfants qui ont bénéficié de cela depuis le début du quinquennat. Et ça commence à se voir pour les générations qui arrivent maintenant au CM1 et en CM2. Nous avons visé un Graal éducatif. Ce Graal qui est visé dans tous les pays qui recherchent le progrès. C'est-à-dire réduire, voire abolir, la séparation de niveau qui existe entre les 20% les plus défavorisés et les autres 80% de la population. Si nous réussissons cela, nous réussissons à élever le niveau général, bien sûr, tout en assurant la justice sociale. Les deux à la fois, bien sûr. Et nous avons commencé. J'invite chacun à se rendre aujourd'hui dans une classe de CP ou de CE1 vers le mois de mars, par exemple, et de voir qu'aujourd'hui, les enfants, dans l'immense majorité des cas, savent lire, alors qu'il y a encore quelques années, ça n'était pas le cas quand on visitait des classes de ce niveau. Donc, le rebond a commencé. Il est lié non seulement à la division des classes par 2, mais aussi au fait que ceci s'accompagne d'une action pédagogique. Et le président de la République a souhaité aller plus loin, puisque vous vous en souvenez, à l'occasion du grand débat, il a décidé que nous élargissions aux grandes sections de maternelle. Et donc, au moment où je vous parle, en cette rentrée, 50% des grandes sections de maternelle de REP, et c'est plus de 90% de celles de REP+, sont dédoublées, donc sont des classes de 12 élèves, parce que, nous l'avons dit aussi tout au long de ce quinquennat, l'école maternelle, c'est fondamental, la grande section tout particulièrement. Il y a des enjeux de vocabulaire, par exemple, essentiels à l'école maternelle, et c'est ainsi que nous préparons l'avenir de ces enfants et l'entrée dans la lecture, en particulier en CP et en CE1. Dans le même grand débat, le président de la République a pris un engagement supplémentaire par rapport aux engagements qu'il avait pris pendant la campagne présidentielle, puisqu'il s'est engagé que pour toute la France, c'est-à-dire pas seulement l'éducation prioritaire, tous les enfants français, nous devions atteindre l'objectif de ne pas avoir plus de 24 élèves par classe en grande section, en CP et en CE1. Et cet objectif, nous sommes en passe de l'atteindre. Nous l'atteindrons pleinement à la rentrée prochaine. Mais déjà, nous sommes aujourd'hui à une très grande majorité des classes de grande section, de CP, de CE1 de France qui n'ont pas plus de 24 élèves. Évidemment, comme je le disais, tout ceci ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas aussi une action pédagogique profonde. Dès le début du quinquennat, grâce au Conseil scientifique, je salue la présence du président du Conseil scientifique, Stanislas Dehaene, nous avons eu une action sur les enjeux de lecture, d'écriture et de calcul, donc de français et de mathématiques. Là aussi, par un travail très collectif, par ce qu'on peut appeler de l'intelligence collective, c'est-à-dire les retours de terrain, ce que disent les sciences sur ces sujets, non seulement à l'échelle française, mais à l'échelle mondiale, de façon à apporter à chacun de nos professeurs de France les connaissances et les références adéquates en matière d'entrée dans la lecture, dans l'écriture et dans le calcul. Cela a donné lieu à des ouvrages, à des références, à des formations continues. Elles sont connues dans le milieu éducatif. C'est les guides sur l'état de la recherche. Ils sont aujourd'hui nombreux. Vous avez sur le vocabulaire à l'école maternelle, sur la lecture en CP, la lecture en CE1. Bref, tout ceci, c'est aussi l'essentiel d'une certaine façon parce que c'est le contenu. C'est ce qui permet que, par exemple, dans les classes à 12, il y ait des échanges entre pairs, entre professeurs autour de ces enjeux pour savoir comment on fait réussir les élèves. Le travail pédagogique est donc complémentaire du travail organisationnel et des efforts budgétaires qui ont été faits pour qu'il y ait
plus de réussite, tout simplement, pour nos élèves à l'école primaire. Il y a eu plus de 7500 emplois créés pour cette politique publique-là, et ceci s'est passé alors même qu'il y a une baisse démographique en France. Il y a eu, dans le même temps, 250 000 élèves en moins à l'école primaire. Je souvent souligné d'ailleurs, au-delà de l'éducation nationale, à quel point nous devions être vigilants sur cet enjeu démographique pour les temps à venir. Et à l'échelle gouvernementale, nous y travaillons, notamment la question de l'attractivité de l'école rurale et du rebond démographique en milieu rural est un enjeu. Mais le fait est qu'avec moins d'élèves, nous avons eu plus de professeurs à l'école primaire pour améliorer le taux d'encadrement pour tous les élèves de France. Et c'est cela la traduction de la priorité à l'école primaire. Concrètement, ça veut dire que rentrée après rentrée, ça a été vrai en 2017, en 2018, en 2019, en 2020 et maintenant en 2021, le taux d'encadrement de chaque département de France s'est amélioré à l'école primaire en France. Nous avons donc eu une politique qui a articulé les moyens budgétaires pour l'école primaire avec la concentration de l'effort pédagogique au service de nos élèves et au service du travail de nos professeurs, notamment par des enjeux de formation aussi. Je rappelle que nous avons un plan français et un plan mathématique, qui est un plan de formation continue poussé, qui là aussi est allé aux racines de ce qui était nécessaire. Je pense au plan Villani-Torossian qui s'accomplit actuellement et qui là aussi, sur le fond, eh bien, évidemment, s'intéresse aux enjeux de rebond en mathématiques. Nous avons besoin de rehausser notre niveau général en mathématiques. Et sur la forme, à organiser la formation continue d'une manière moderne, c'est-à-dire d'une manière qui s'attache aux besoins de chaque professeur pour aller de l'avant. Et bien entendu, c'est un enjeu essentiel. Il y a eu aussi une politique de création des évaluations nationales, de début de CP, de milieu de CP, de début de CE1, de début de sixième, de début de seconde, pour avoir un portrait de chaque élève de France approfondi sur les savoirs fondamentaux en particulier. Cette politique d'évaluation a été essentielle. Là aussi, on en a vu le caractère particulièrement précieux à l'occasion de la crise sanitaire. Nous sommes le seul pays au monde à avoir été capable de faire 3 photographies de l'enfant avant, pendant et après la crise, après le premier confinement. Donc au mois de septembre 2019, au mois de février 2020, au mois de septembre 2020. Et nous avons pu ainsi mesurer pour chaque enfant et pour le pays entier l'impact du premier confinement sur le niveau des élèves. Et aussi pour chaque élève, nous avons pu évidemment avoir une approche personnalisée pour rattraper ce qui devait l'être et faire en sorte que notre pays ne recule pas. Je ne doute pas que ces éléments-là vont se voir dans les temps à venir. Autrement dit, nous avons une politique pédagogique, un pilotage pédagogique. Ce pilotage, il commence par chaque professeur de France vis-à-vis de ses élèves. Et là aussi, j'invite chacun à regarder l'impact que cela a eu. D'abord, nous avons une meilleure connaissance de nous-mêmes. Nous connaissons nos forces et nos faiblesses. Nous sommes capables de dire où on en est en grammaire, sur tel territoire, avoir des politiques de formation qui vont avec cela. Et nous sommes capables de le dire pour chaque enfant. Nous sommes capables d'en parler avec chaque parent. Nous sommes capables de donner un portrait de l'enfant. C'est ce qui va se passer, par exemple, dans un mois, lorsque les parents d'enfants de CP ou de CE1 auront les évaluations de leurs enfants, pour en parler avec leurs professeurs. Bref, nous nous attachons à ces débuts de la vie où le bon départ est clé pour tout ce qui se passera ensuite. Et donc, lorsque l'on parle d'école, on doit forcément commencer par cela parce que, encore une fois, c'est le socle de tout le reste. Nous avons eu aussi une politique de valorisation de l'école maternelle, dont la première pierre a été l'instruction obligatoire à 3 ans. Là aussi, cela se base sur des constats, sur des études scientifiques, sur des sujets dont on parle internationalement aussi. C'est-à-dire que énormément de choses se jouent de 0 à 8 ans et que donc l'école maternelle, dans ce parcours de l'enfant, est essentielle. Et si on veut compenser les inégalités, par exemple les inégalités de vocabulaire, c'est à ce moment-là que ça se joue. Et donc, l'instruction obligatoire à 3 ans a envoyé ce message. C'est aussi ça, l'école de la République, bien entendu. Et puis, avec la maîtrise des savoirs fondamentaux, vient un autre enjeu. Cet enjeu, là aussi, est complémentaire de la maîtrise des savoirs fondamentaux, c'est la personnalisation des parcours. L'élévation du niveau général passe par une capacité à personnaliser les parcours, à voir les forces et les faiblesses de chaque enfant. Tout enfant a des forces et des faiblesses, et nous devons faire levier avec les forces, et nous devons compenser les faiblesses. C'est vrai à l'école primaire, bien entendu, mais c'est vrai aussi au collège et au lycée. Au collège, nous avons beaucoup insisté sur devoir fait. Devoir fait, c'est non seulement, là aussi, une mesure sociale, parce que c'est permettre à des élèves qui parfois n'ont pas à la maison la possibilité de bien faire leurs devoirs, la possibilité au collège d'être assisté par un professeur ou d'autres personnels pour faire ses devoirs.
Et avec les différentes rentrées scolaires, nous sommes arrivés à l'année scolaire dernière à 1 collégien sur 3 concerné par devoir fait. Je rappelle pour tous ceux qui nous écoutent que toute famille de collégiens, tout parent de collégiens peut demander au collège d'avoir le dispositif devoir fait pour son élève, pour son enfant. Cet objectif d'un collégien sur 3, il est donc atteint, mais nous voulons le dépasser cette année, y compris en suscitant du volontariat pour les élèves qui en ont le plus besoin. C'est absolument essentiel, a fortiori dans le contexte qui est le nôtre depuis le début de la crise sanitaire, où on a des élèves vis-à-vis desquels nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas de chute du niveau liée aux circonstances. La personnalisation, c'est évidemment ce que l'on voit aussi avec la réforme du lycée professionnel, une réforme qui a eu là aussi comme inspiration des consultations très importantes du milieu du lycée professionnel, et je veux rendre hommage à l'ensemble des professeurs de France aujourd'hui, évidemment, et des personnels de l'éducation nationale, mais tout particulièrement insister là au monde du lycée professionnel, qui a un rôle si essentiel à jouer dans notre pays, au moment même où nous insistons sur la nécessité de former des jeunes pour les emplois d'avenir qui existent dans notre pays, qui sont déjà là. Et donc, il doit y avoir évidemment une bonne préparation en la matière. Il y a eu 5 nouvelles familles de métiers cette année, ça signifie 14 au total, autrement dit, des familles de métiers au niveau de la seconde, qui permettent à des élèves d'expérimenter différents types de métiers à l'intérieur d'une famille de métiers pour mieux décider de leur orientation ensuite. Il y a aussi le déploiement de ce qu'on appelle le chef-d'œuvre, élément de fierté, élément d'une pédagogie de projet à l'intérieur du lycée professionnel, et qui fait que tout lycéen professionnel a vocation à élaborer un chef-d'œuvre dans son parcours, et ce sera totalement parachevé à la session prochaine du baccalauréat professionnel. La voie professionnelle est une voie d'excellence, elle est une voie où on peut s'épanouir au travers d'innovations diverses qui ont eu lieu par cette réforme. Et puis il y a eu la réforme du lycée général et technologique, on en parle souvent davantage. Elle a évidemment été très importante, elle représente une transmutation du lycée général et technologique en France, puisque au travers du baccalauréat, c'est un signal qui est envoyé à tout le lycée, mais même en réalité à l'ensemble du système éducatif. J'ai souvent eu l'occasion de le dire, par exemple l'existence d'un grand oral désormais au baccalauréat, et je suis heureux que le grand oral ait pu se tenir comme nous le souhaitions à la session dernière. Ce grand oral a été l'occasion de sortir du bachotage, d'avoir des élèves qui se sont préparés à parler, à argumenter, à avoir confiance en eux-mêmes. Et ce n'est pas seulement pour l'exercice lui-même à un moment donné que nous avons fait cela, c'est pour le message envoyé jusqu'à la petite section de maternelle que c'est important de savoir parler, de s'exprimer, d'avoir confiance en soi. Nous savons que ça n'est pas un point fort du système scolaire français jusqu'à présent, ça doit le devenir, et nous avons voulu commencer à donner cette impulsion par la réforme du baccalauréat. Je ne prends que cet exemple, les autres dimensions sont connues, je ne vais pas trop insister, mais c'est notamment l'existence des enseignements de spécialité, qui crée aussi une nouvelle souplesse du lycée pour mieux personnaliser le parcours de l'élève. Tout à l'heure, avec Roxana Maracineanu, on parlera de sport et de sport à l'école. Le fait qu'en cette rentrée, vous ayez un nouvel enseignement de spécialité éducation physique et sportive est évidemment le signe que aujourd'hui et demain, et pour les années et décennies à venir, on pourra faire évoluer le lycée parce qu'on pourra créer des matières nouvelles. Comme par exemple, nous avons créé la discipline informatique et numérique, pardon, et sciences informatiques, ou d'autres disciplines qui ont été créées, parfois dans une logique interdisciplinaire, dans le cadre de la réforme du lycée. Nous avons, ce faisant, voulu à la fois plus personnaliser le parcours de l'élève, créer plus de désir, plus de plaisir dans le fait d'apprendre, plus de choix, plus de liberté, et ce faisant, plus d'exigence, puisque dès lors que l'on choisit ce qui nous passionne, on a plus envie de l'approfondir, et c'est pourquoi, et je l'assume complètement, les programmes du lycée sont plus exigeants que dans la version précédente, et je voudrais le dire par rapport à tous les messages parfois un peu déclinistes, qui consistent à penser que forcément le niveau baisse en permanence. Non, les programmes du lycée le montrent, et je le dis devant la présidente du Conseil supérieur des programmes qui est présente, Souad Ayada, le travail énorme qui a été fait par le Conseil supérieur des programmes pour nous aider à avoir des programmes rénovés, à la fois plus modernes, plus adaptés aux exigences de notre temps, mais aussi plus exigeants, eh bien, il est corrélatif de ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire le fait qu'il y a du plaisir à apprendre pour les élèves puisqu'ils ont choisi leurs enseignements de spécialité. Vous avez là les illustrations les plus importantes avec des évolutions en cette rentrée de ce qui se joue au travers de la personnalisation. Et donc,
l'élévation du niveau général se joue par cette maîtrise des savoirs fondamentaux d'une part, cette personnalisation des parcours d'autre part. Et elle s'illustre encore en cette rentrée. Et puis il y a le second objectif qui va avec, et vous voyez que je l'ai même commencé à le traiter en parlant d'élévation du niveau général, c'est celui de donner plus à ceux qui ont moins. C'est vrai sur le plan social, ça peut être vrai sous d'autres plans, mais il n'y a pas d'élévation du niveau général sans justice sociale, et nous devons donc donner les mêmes chances, tout simplement, à chaque élève. Ça commence par l'école inclusive. Nous avons parlé depuis la loi pour l'école de la confiance d'un véritable service public de l'école inclusive. Il y a désormais, en cette rentrée, 400 000 élèves en situation de handicap qui sont scolarisés en France. Cela représente près de 20% en plus en 5 rentrées scolaires. Nous avons désormais 125 000 AESH, donc 125 000 personnes accompagnant les élèves handicapés dans notre système scolaire. C'est plus 35% en 5 ans. Nous sommes passés de 70 000 contrats aidés à 125 000 personnes qui sont aujourd'hui en CDD. Et en cette rentrée, j'ai eu à commencer à le dire hier, eh bien, nous franchissons un pas de plus pour améliorer la situation des AESH. Il y a encore des progrès à faire, je suis le premier à le dire, mais nous améliorons la situation en créant une grille indiciaire, c'est-à-dire la possibilité d'une véritable carrière pour les personnes qui accompagnent les élèves handicapés. C'est très important. Depuis plusieurs années, j'ai demandé à l'administration de l'éducation nationale, dans chaque rectorat de France, de considérer chaque AESH comme un membre de l'éducation nationale. Ça commence par avoir un contrat. C'est le cas désormais pour tous. Mais c'est aussi le fait d'avoir des perspectives, le fait d'avoir une formation, 60 heures par an, le fait d'être recruté le plus possible en amont de la rentrée, le fait de rencontrer les parents en amont de la rentrée, ce qui se passe en ce moment même. Et c'est évidemment à la fin le meilleur service rendu aux élèves et à leurs familles qui est la traduction de cette amélioration de la situation des AESH. En cette rentrée aussi, ce qui est une nouveauté, c'est que 100% du territoire est couvert par ce que nous appelons les PIAL, c'est-à-dire des pôles locaux d'organisation du système pour l'accueil des élèves handicapés. Concrètement, ça veut dire qu'on a une approche au plus près du terrain pour affecter nos accompagnants, nos AESH, mais aussi pour accueillir les familles, pour avoir une politique au plus près du territoire. Donc à l'inverse de l'anonymat, à l'inverse de l'improvisation, nous avons une organisation au plus près du terrain, et c'est essentiel. La formation initiale à l'école inclusive pour tous les nouveaux professeurs est aussi une des grandes évolutions de cette rentrée. Tout futur professeur de France, du premier degré comme du second degré, a vocation à avoir une base de formation sur les enjeux du handicap à l'école. Nous savons que ces enjeux sont divers. On le voit sur notre site internet EduScol, qui donne sans arrêt des ressources de qualité sur les enjeux de l'école inclusive. Et il faut que chaque professeur ait connaissance de cela, non pas parce que chaque professeur deviendra un spécialiste de chacun des handicaps, mais parce que la connaissance d'ensemble des enjeux permet ensuite de pouvoir s'appuyer sur des spécialistes, et puis aussi sur les accompagnants, ces fameux AESH, dont justement la formation est améliorée. Et puis, la politique de justice sociale, c'est une politique de l'éducation prioritaire. Le fait d'avoir créé un secrétariat d'État à l'éducation prioritaire en juillet 2020, confié à Nathalie Alimas, est évidemment un signal extrêmement important qui a été donné. C'est dire que l'éducation prioritaire est essentielle en France, et c'est la première fois qu'il y a un secrétariat d'État à l'éducation prioritaire, et je suis très heureux du travail accompli par Nathalie Alimas, parce qu'il a permis d'approfondir certains sillons, parfois même de créer de nouveaux sillons. Je vais lui donner la parole dans un tout petit instant, comme je la donnerai évidemment à chacune de mes 3 collègues, pour illustrer certains des points, parce que cette politique de l'éducation prioritaire, c'est pas seulement le dédoublement en REP et REP+, qui est emblématique, parce qu'il est emblématique aussi du fait qu'il y a une véritable politique d'éducation prioritaire à l'école primaire, et pas seulement dans le second degré, mais aussi des politiques qui agissent sur les facteurs sociaux de la réussite scolaire. Et les facteurs qu'on peut même appeler les facteurs extrascolaires de la réussite scolaire. Nous en avons plusieurs exemples, j'en mentionnerai un et je laisserai Nathalie Limas en présenter d'autres. Un qui m'est particulièrement cher, vous le savez, celui des internats d'excellence. Nous avons 30 000 jeunes accueillis en cette rentrée dans 307 internats d'excellence. Tout un travail de projet, d'élaboration de projet a été fait au cours des derniers temps pour arriver à cela. En 2022, nous créerons 1500 places supplémentaires et ça signifie que là aussi, nous donnons au travers de l'internat des conditions d'études à des élèves issus de milieux défavorisés. Nous donnons aussi des conditions de rebond territorial pour certains territoires, parce que certains de ces internats sont ruraux ou dans des petites villes et permettent des renaissances que nous souhaitions. Je laisse la parole à Nathalie Alimas pour
approfondir certains de ces points de l'éducation prioritaire. Merci, Monsieur le ministre. Bonjour à tous. En effet, donner plus à ceux qui ont moins, actionner tous les leviers pour l'égalité des chances, c'est bien la boussole de notre engagement. Donc, au secrétariat d'État à l'éducation prioritaire, nous avons développé une politique sociale volontariste pour aller vers les familles et aller vers nos élèves les plus fragiles. Quelques exemples. D'abord, le redéploiement des petits déjeuners gratuits à l'école, qui va désormais toucher beaucoup plus de nos élèves. Nous allons distribuer plus et nous allons distribuer mieux en éducation prioritaire toujours, éducation prioritaire renforcée, REP et REP+, mais également en dehors de l'éducation prioritaire à tous nos élèves du premier degré, de la petite section de maternelle jusqu'au CM2. Pour accompagner ce nouveau déploiement, nous avons beaucoup travaillé, nous avons beaucoup aidé les élus, nous avons augmenté la dotation de l'État de 30%. Et si je dois vous donner quelques chiffres, c'est aujourd'hui, pour cette rentrée, à l'heure où je vous parle, plus de 1000 communes qui sont engagées avec nous dans le dispositif, dont 20 des plus grandes villes de France, Paris, Lille, Nice, Marseille, Lyon et tant d'autres, 3000 classes et plus de 500 000 élèves qui vont bénéficier à la rentrée de ces petits déjeuners gratuits, déployés très souplement sur nos territoires, un petit déjeuner, 2 petits déjeuners, tous les matins si le besoin s'en fait sentir, toujours évidemment dans une logique très pédagogique d'éducation à la santé, d'éducation à l'alimentation, mais également de lutte contre la précarité alimentaire. Premier sujet. Deuxième sujet, les bourses, parce que nous avons constaté qu'il y a encore un taux de non-recours aux bourses qui est très élevé. Nous avons donc travaillé avec nos cadres, avec les chefs d'établissement pour mieux informer les familles. Et puis, à partir de l'année prochaine, les familles, et ça c'est un grand progrès, auront l'information puisqu'elles seront notifiées de leurs droits au moment où elles rempliront leur déclaration d'impôt. Enfin, toujours sur le champ très social, je vais vous parler de la prime d'internat, puisque le ministre vient d'évoquer les 307 internats d'excellence. Nous avons considérablement augmenté cette prime d'internat pour que tous nos élèves puissent s'inscrire dans ces internats d'excellence. Et s'il y a un chiffre à retenir, c'est 160%. Cette prime d'internat a été augmentée de 160% depuis la rentrée 2019. Deuxième action, deuxième levier très fort au secrétariat d'État à l'éducation prioritaire, c'est le levier territorial. Parce que bien sûr, l'éducation prioritaire, ça n'est pas que le quartier urbain, ça n'est pas que la politique de la ville. Ce sont tous nos élèves partout où ils se trouvent, sur nos territoires ruraux, sur nos zones montagnes, sur les territoires enclavés. Nous avons donc développé des alliances éducatives autant que possible sur tous nos territoires. 126 cités éducatives ont été labellisées, 74 verront le jour dans les prochains mois. Et puis, encore une fois, je le disais, parce que nous travaillons sur les territoires, nous avons voulu développer ces alliances éducatives sur nos territoires ruraux, en montant notamment le programme des territoires éducatifs ruraux. Ce sont des écosystèmes qui se mettent en place sur les territoires afin d'accompagner tous nos élèves sur tout leur temps et sur tout leur parcours à 360 degrés. Enfin, un dernier point, Monsieur le ministre, vous avez évoqué devoir fait, là encore, pour que cette belle mesure de justice sociale, qui est une véritable plus-value pédagogiquement, mais qui est, je le disais, une mesure de justice sociale parce qu'on ne le dit jamais assez, c'est totalement gratuit. Nous avons également développé le e-devoir fait, ce qui permet à tous nos élèves, sur tous les territoires, où qu'ils se trouvent, de pouvoir bénéficier de cette mesure de façon dématérialisée. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Nathalie. La justice sociale, l'épanouissement, ça signifie aussi tout simplement des enfants qui vont bien. Ne perdons jamais cela de vue. L'école, ça doit être un bonheur d'y aller. D'ailleurs, on a vu ça en septembre dernier. Le retour massif à l'école, c'était du bonheur pour tout le monde d'ailleurs. Il y a un plaisir d'école. Et en veille de rentrée, j'ai toujours plaisir justement à le rappeler. Il y a un bonheur de retrouver l'école et je pense que chacun peut fouiller dans ses souvenirs pour s'en rappeler et que ça doit rester vrai dans le monde dans lequel nous sommes, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire. Et des enfants qui vont bien, c'est aussi le message qu'il y avait derrière l'expression école de la confiance, qui a été, vous le savez, le fil rouge de ces 5 rentrées scolaires. Et cela passe donc par, là aussi, des politiques publiques concrètes. La première d'entre elles que je voudrais évoquer maintenant, c'est
la lutte contre le harcèlement. Cette rentrée scolaire se caractérise par la généralisation du programme que nous appelons PHARE, P-H-A-R-E, qui signifie donc une politique contre le harcèlement scolaire. Cela est généralisé désormais dans toutes les académies, on l'a expérimenté avec succès. Nous sommes beaucoup inspirés des pays scandinaves, mais pas seulement, des meilleures pratiques mondiales, pour arriver aujourd'hui à une politique qui va débusquer le harcèlement partout où il est. Et nous avons eu de premiers succès, nous voulons aller beaucoup plus loin parce que malheureusement, le harcèlement scolaire reste une réalité, en France comme ailleurs d'ailleurs, mais ce n'est pas une fatalité. Des pays réussissent mieux que d'autres. Depuis 2011, nous sommes un pays qui regarde ce sujet en face. Nous avons eu quelques victoires, mais pas suffisantes. Nous devons faire baisser le harcèlement et le cyberharcèlement, qui est devenu même un phénomène pire que le harcèlement. La première dame de France, Brigitte Macron, s'est beaucoup impliquée. Je l'en remercie dans cette politique. Nous sommes allés souvent dans des établissements pour afficher la lutte contre le harcèlement, parce que l'enjeu, il est aussi un enjeu de communication vis-à-vis de tous les élèves de France et tous les adultes qui travaillent dans le système scolaire, pour que les problèmes soient signalés, traités. Le programme phare, vous en avez le détail dans vos dossiers, mais c'est notamment la responsabilisation de tous sur ce sujet. Avoir des ambassadeurs contre le harcèlement dans tous les établissements de France pour que les élèves eux-mêmes contribuent à éviter que le harcèlement commence lorsqu'ils le voient dans leurs écoles. Il y a aussi, dans la lutte contre le harcèlement, l'enjeu donc du cyberharcèlement. Dans la mission que j'ai confiée à Jean-Marc Mériot sur l'éducation aux médias, cette lutte contre le cyberharcèlement va être centrale. Et nous allons, au cours des temps qui viennent, travailler davantage encore avec les plateformes pour lutter à la racine contre ce phénomène qui est très grave. De même, la lutte contre les violences est au cœur de ce que nous avons à faire, de ce que j'ai appelé le carré régalien, dont je reparlerai tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que très concrètement, dans chaque académie de France, vous avez des équipes pour venir en appui aux établissements en matière de formation ou en matière d'intervention pour lutter contre le harcèlement, mais aussi contre les violences de tous ordres. Il y a le sujet aussi de la prévention des violences sexuelles intrafamiliales, sujet évidemment très grave, très structurel, amplifié par le premier confinement, et pour lequel, dans le cadre de la stratégie nationale en la matière, nous franchissons une nouvelle étape. Et puis, il y a l'enjeu de la santé. L'école est promotrice de santé, j'y reviendrai dans le cadre de la crise sanitaire. Elle l'est, par exemple, au travers des petits déjeuners gratuits dont Nathalie Elimas vient de parler, donc avec 238 000 bénéficiaires l'an dernier, donc avec les enjeux de nutrition, mais avec les enjeux de santé publique qui sont essentiels. J'ai été amené à le rappeler ces derniers temps, l'école de la République a toujours joué un rôle en matière de santé publique. Tout à l'heure, je parlerai de vaccination, mais c'est vrai, par exemple, pour l'hygiène. C'est vrai pour l'éducation au goût. C'est vrai pour les comportements du quotidien qui sont bons pour la santé des enfants. Et parmi les enjeux de santé, il y en a un qui est essentiel et dont nous allons parler, c'est évidemment l'activité physique, le sport. La France doit être pleinement une nation sportive. Nous l'avons dit à l'occasion des Jeux Olympiques de Tokyo, et nous le disons depuis plusieurs années, depuis que nous savons que la France va être l'organisatrice des Jeux Olympiques de 2024. Et cette formidable perspective doit être une locomotive pour que tout le pays puisse être un pays engagé dans le sport. C'est vrai des enfants comme des adultes, c'est pourquoi, avec Roxana Maracineanu, on a enclenché une campagne, je crois tout le monde a vu, sur le sport. Cette campagne pour dire qui que vous soyez, jeune ou moins jeune, faites du sport, faites de l'activité physique tous les jours. C'est un drame mondial que de voir la baisse de l'activité physique de tous, la sédentarisation de l'être humain, le fait que nous restions devant nos écrans au lieu de faire d'autres choses, de lire, d'agir, de tout simplement s'épanouir. Et donc le bien-être des élèves, il passe d'ailleurs beaucoup par ces deux éléments que je viens de dire, c'est-à-dire la lecture et l'activité physique. Et l'activité physique et sportive, elle peut être encouragée de manière extrêmement concrète. Je mets les deux choses en symétrie parce qu'il y a deux mesures. Une dont Roxana Maracineanu va parler dans un tout petit instant, le passeport, et puis il y a le pass culture dont je parlerai tout à l'heure. Et dans les deux cas, il s'agit de donner des moyens extrêmement concrets aux élèves pour faire plus de sport et avoir plus d'activités culturelles. Et les deux choses vont ensemble. Il y a aussi tout simplement l'idée qu'au quotidien, l'activité physique doit être présente à l'école et le sport. Je vais y revenir dans un instant, mais je donne tout de suite la parole à Roxana Maracineanu pour illustrer cette politique publique. Merci, Monsieur le ministre. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, pour bien apprendre à l'école, il faut être à l'aise et bien dans sa tête et bien dans son corps
et bien avec son corps. C'est pour ça que lorsque j'ai pris les rênes du ministère des Sports, c'était avec l'ambition du président de la République de changer la place du sport dans notre société. Pour cela, nous avons les Jeux, nous accueillons les Jeux olympiques et paralympiques dans 3 ans en France. Et nous voulons un héritage principal pour ces Jeux olympiques, c'est renforcer, enrichir la place du sport dans la vie de nos enfants et tout au long de la vie. L'école, évidemment, occupe une place centrale pour y parvenir et c'est pourquoi, ensemble, avec Jean-Michel Blanquer, nous avons souhaité faire équipe l'année dernière, créer ce grand ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, parce que nous poursuivons cet ancrage, cette éducation au sport, ce développement du sport à l'école dès le plus jeune âge. Et nous souhaitons le faire évidemment dans les différents temps de l'enfant, dans le temps scolaire, dans le temps périscolaire, et bien sûr continuer à le faire dans le temps associatif. C'est pour moi absolument essentiel pour la construction de chaque enfant, pour bâtir son capital santé, le ministre l'a dit tout à l'heure. C'est plus important que jamais au sortir de ces mois de crise sanitaire. Nous l'avons tous ressenti, vécu ce manque d'activité physique, même si nous avons à chaque instant cherché à préserver le sport dans le quotidien des Françaises et des Français, dans le quotidien des enfants tout particulièrement. Et je tenais vraiment à remercier tous les professeurs d'éducation physique et sportive, tous les éducateurs sportifs, tous les agents territoriaux des villes en charge du sport pour avoir aidé les enfants à comprendre tous les gestes barrières et à faire cette pédagogie au moment de la crise sanitaire. À ses débuts, c'était important pour aussi pâtir le moins possible des effets de cette crise et aussi de préserver, malgré toutes les restrictions, d'accès aux équipements sportifs, d'accès aux sports collectifs, de groupe également. L'important, c'est de préserver cette importance de l'activité physique dans le quotidien de nos enfants. Nous voulons, avec Jean-Michel Blanquer, que cette rentrée constitue un nouvel élan pour la pratique sportive à l'école et en général dans la vie des Françaises et des Français. C'est pour ça qu'au ministère des Sports, nous allons veiller à préserver l'accessibilité des équipements sportifs en lien avec les collectivités. C'est très important d'avoir accès à ces équipements pour continuer à faire du sport, en décloisonnant aussi le monde scolaire et le monde associatif pour arriver à créer cette véritable continuité éducative autour de la pratique des enfants. Au 1er mars 2021, nous avons 37 fédérations sportives qui sont conventionnées avec le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Et les recteurs ont eu comme proposition, comme instruction, vraiment de décliner ces conventions au niveau académique, au niveau local, pour chercher à favoriser le rapprochement entre les écoles et les clubs, et ceux dès l'école maternelle. Alors cela se fera sous et avec 2 programmes particuliers, les savoirs sportifs que nous appelons fondamentaux. Nous en avons choisi 2 particulièrement, le savoir nager et le savoir rouler à vélo, simplement parce que ces 2 disciplines eh bien, vont éduquer nos enfants aux mobilités non pas simplement douces de demain, mais aussi actives, leur permettre de savoir utiliser leur vélo, la marche à pied pour aller à son travail, pour aller à l'école. Et ça se conjugue avec beaucoup d'investissements que le gouvernement a fait sur l'amélioration des accès pour les vélos dans nos différentes villes de France, notamment dans le plan France Relance. Pourquoi le savoir nager avec l'aisance aquatique dès l'âge de 3-4 ans? Parce que c'est le sport qu'on pourra pratiquer à tous les âges de la vie, qui nous permettra de gagner en autonomie lorsque, à un certain âge, on sera en surpoids, on pourra moins bouger, on pourra moins se déplacer. Eh bien, c'est dans l'eau qu'on pourra continuer à avoir une activité physique qui pourra nous faire gagner des années de vie et des années de vie en bonne santé. Alors aujourd'hui, nous en sommes, évidemment, ces 2 politiques peuvent se faire sans forcément l'aide de l'État, puisque c'est souvent les collectivités qui les financent, qui peuvent les mettre en place avec les écoles primaires notamment et maternelles. Mais nous avons choisi de les financer à hauteur très importante, 17 millions d'euros pour l'aisance aquatique qui porte sur 3 appels à projets, notamment de la formation de professeurs des écoles, de formateurs, de professeurs des écoles, d'inspecteurs de l'éducation nationale en charge de l'éducation physique et sportive, conjugués, couplés avec des éducateurs sportifs et des agents territoriaux en charge de ce métier de maître nageur pour pouvoir avoir cette nouvelle démarche pédagogique qui permet à des enfants sans matériel de flottaison d'apprendre à nager dès l'âge de 3 ans, 4 ans, à l'école maternelle, mais aussi dans les temps des vacances scolaires. Cet appel à projet porte aussi sur l'organisation de classes bleues qui permettront d'organiser des apprentissages massés de la natation comme du savoir rouler à vélo, et également sur des équipements mobiles itinérants qu'on peut installer, des petits bassins qu'on peut installer
dans la cour de récréation, dans des gymnases à proximité des enfants, pour pouvoir aussi agrandir le parc de piscines en France de cette manière-là. Donc 17 millions d'euros sur l'aisance aquatique, 21 millions d'euros sur 3 ans pour le savoir rouler à vélo, donc des moyens très conséquents pour accompagner ce déploiement, également en termes de matériel pédagogique, de vélos accessibles aux enfants et d'intervention d'éducateurs sportifs, d'agents territoriaux aux côtés des professeurs des écoles dans le cadre des écoles maternelles et primaires. Le deuxième programme que nous menons avec le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, c'est ce programme de 30 minutes d'activité physique quotidienne que nous installons dès l'école maternelle et primaire, en plus de l'EPS classique qui a lieu à l'école, 3 heures chaque semaine. Aujourd'hui, 2000 écoles participent à ce programme et nous ambitionnons que toutes y prennent part d'ici l'horizon 2024. En moins d'un an, le ministre Blanquer l'a évoqué tout à l'heure, nous avons aussi créé un enseignement de spécialité d'éducation physique, pratique et culture sportive au baccalauréat général, un lycée par département à cette spécialité qui est désormais ouverte à cette rentrée scolaire. En moins d'un an, nous avons également créé dans chaque département une filière sport, une coloration sport pour 5 baccalauréats professionnels, gestion des organisations, commerce et vente, accueil, sécurité, enfance et personnes âgées. Ces baccalauréats professionnels permettront d'acquérir 3 UC sur les 4 qui permettent d'avoir le diplôme d'éducateur sportif suite à l'obtention du bac professionnel et moyennant encore quelques mois d'études pour pouvoir sortir avec ces deux diplômes en poche. Aujourd'hui, 95 lycées généraux offrent cette spécialité. 107 lycées professionnels l'offrent également et notre ambition, c'est d'aller bien sûr encore plus loin à la rentrée prochaine. Je voulais souligner avec le ministre Blanquer, puisque nous avons eu la chance tout à l'heure de l'entendre, Alexandre Léoté qui vient d'avoir une médaille d'or, la première de ces Jeux paralympiques à Tokyo, au même titre que 2 autres athlètes paralympiques, Marie Patouillet et Hugo Didier, qui ont eu les premières médailles dans les jours passés. Nous voulons aussi faire ce qu'il faut faire pour que la France devienne une nation sportive. Nous sommes conscients qu'il faut intégrer tout le monde, avoir cette pratique sportive inclusive. Et avec nos 2 fédérations spécialisées du handicap, nous allons œuvrer pour aller encore plus loin dans l'inclusion de tous dans le sport. Le déploiement du passeport, enfin, cette mesure sociale souhaitée par le président de la République, voulue de manière pérenne par notre grand ministère et bien sûr Nathalie et Sarah avec qui nous travaillons cette mesure pour qu'elle touche tout le monde. 50 € de réduction à la rentrée scolaire, c'est une véritable allocation de rentrée sportive que nous mettons en place pour 5,4 millions de jeunes, un enfant sur 2 qui auront cette réduction pour s'inscrire dans un club à la rentrée. Pour terminer, je voulais remercier les clubs sportifs qui, en mettant en place le pass sanitaire dès la rentrée, pourront œuvrer pour inciter massivement nos concitoyens à la vaccination, nos enfants à la vaccination, pour que, évidemment, chacun soit protégé et que l'activité des associations, mais aussi l'école, ouverte à tous, puisse avoir les plus grandes chances de le rester dans les mois qui viennent avec la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui. Merci. Bien, comme vous le voyez, la dimension sportive est très riche, et c'est encore même une synthèse que Roxana Maracineanu vient de faire, et nous sommes évidemment engagés dans cela. Et je faisais tout à l'heure un parallèle entre les enjeux sportifs et les enjeux culturels. Passeport, c'est donc une mesure extrêmement importante, annoncée par le président de la République il y a quelques mois, et qui devient une réalité concrète en cette rentrée. Et puis il y a le pass culture. Et là aussi, comme dirait Régis Debray, c'est une révolution dans la révolution. Une de plus. Il y en a plusieurs dans ce que nous avons à nous dire aujourd'hui. Cette révolution, c'est tout simplement le fait de donner une consommation culturelle possible, concrète, à chaque élève de France, et de le faire à la fois sur le mode individuel et sur le mode collectif. Le pass culture est entré en vigueur depuis un certain temps en France, mais il vit une deuxième étape avec cette rentrée, puisqu'il s'élargit à des personnes plus jeunes, en dessous de 18 ans, c'est-à-dire à nos élèves de 4e jusqu'à la terminale. C'est là encore extrêmement concret et extrêmement important, parce que
s'agissant de la dimension collective, c'est-à-dire des moyens que nous donnons à une classe pour faire des sorties culturelles, c'est de cela qu'il s'agit, eh bien, cela va représenter pour chaque classe de France, de la 4e à la terminale, en moyenne, en fonction du nombre d'élèves, 800 € par an. Nous connaissons tous des professeurs qui parfois ont été malheureux du fait qu'une sortie scolaire n'était pas possible pour des questions d'argent. Eh bien, alors même que nous avons plus que jamais besoin d'un renouveau de l'activité culturelle et d'un renouveau de l'épanouissement par la culture de nos élèves, eh bien, cette mesure est absolument fondamentale. Elle va signifier donc que dans tous les collèges et dans tous les lycées de France, à partir de la classe de 4e, ces activités culturelles collectives, hein, qui s'ajoutent aux possibilités individuelles qui sont données à chaque élève, eh bien, ces sorties culturelles collectives ont désormais un financement très important. Ça va être un changement, il y aura un avant et un après, pour le passeport comme pour le pass culture, plus d'enfants et d'adolescents dans les clubs sportifs, plus d'adolescents bénéficiant de sorties culturelles et tout simplement d'objets culturels comme les livres. Et nous encourageons évidemment beaucoup l'achat de livres au travers des achats individuels des élèves. S'agissant de cet enjeu culturel, il nous renvoie évidemment à un mot-clé qui n'est pas nouveau, mais qui prend une coloration nouvelle dans les contextes qui sont les nôtres, celui d'humanisme. L'humanisme est au cœur de l'école de la République, et l'humanisme, là aussi, ça n'est pas un mot creux. Ça signifie que l'être humain est la mesure de toute chose, et que l'être humain, évidemment, se définit notamment par la culture, il se définit par les langues, il se définit par sa capacité à s'ouvrir vers l'univers, et évidemment, les langues sont clés dans ce cadre. Très prochainement, et comme j'avais commencé à l'annoncer, nous créerons un Conseil supérieur des langues qui nous permettra d'avoir une politique pédagogique suivie aussi bien sur les langues vivantes étrangères qui se déploient, que sur les langues vivantes régionales, que sur les langues et civilisations anciennes, autrement dit le latin et le grec. Ces trois dimensions, langues étrangères, langues régionales, latin, grec, sont à articuler entre elles, parce qu'il s'agit à chaque fois de l'ouverture vers le monde, il s'agit à chaque fois d'humanisme, il s'agit à la fois d'ancrage de nos élèves dans la culture et dans la culture universelle. Le plan langue va donc vivre une nouvelle étape au travers de ce Conseil des langues, aussi bien pour la dynamisation pédagogique de l'enseignement de ces trois catégories de langues, que pour le suivi concret de leur développement sur l'ensemble de notre territoire. Et puis les langues, c'est évidemment une dimension européenne et internationale. Nous sommes en présence aujourd'hui aussi d'Ilana Sicurel, que je veux saluer, députée européenne, qui a remis un rapport extrêmement important il y a quelques semaines sur ce sujet, dans la perspective de la présidence française de l'Union européenne. Nous aurons, elle et moi, l'occasion de nous exprimer à nouveau sur ces questions dans le détail, mais comme vous le savez, son rapport insiste sur la mobilité en particulier des futurs professeurs, donc des étudiants qui actuellement et dans le futur se destinent à être professeurs, mais aussi la mobilité des professeurs déjà en poste. Grâce au déploiement inédit d'Erasmus, qui fait partie du programme de la Commission européenne, mais que nous avions promu cette idée-là en amont de la campagne des élections européennes, et donc l'augmentation d'Erasmus de 80% dans le cadre du nouveau mandat européen, eh bien, dès le premier semestre 2022, nous allons pouvoir financer les mobilités européennes d'au moins 10% des futurs professeurs. Et cela va aller en s'accroissant. Il y aura au plus non seulement la mobilité physique, mais la mobilité virtuelle, ce que nous appelons la mobilité hybride, c'est-à-dire que tout un chacun va pouvoir à la fois avoir des correspondances, des jumelages avec d'autres pays européens, mais aussi des déplacements dans les autres pays européens. Ça doit être de plus en plus la réalité de nos enseignants, mais aussi de nos élèves, et nos lycéens professionnels, nos apprentis vont être aussi bénéficiaires de cette nouvelle réalité d'Erasmus. La présidence française de l'Union européenne va être donc l'occasion, dans la lignée du rapport Sicurel, d'arriver à une beaucoup plus grande mobilité des adultes et des élèves, mais aussi de promouvoir toute une série d'idées que la France a en matière d'éducation, sur lesquelles je reviendrai évidemment lorsque je vous parlerai de cette présidence française qui commence le 1er janvier. Et puis j'ai parlé des langues anciennes. Je rappelle qu'en cette rentrée, nous créons dans certains collèges, et notamment d'ailleurs en réseau d'éducation prioritaire, du temps pour ce que nous appelons français et culture de l'Antiquité, autrement dit un début d'initiation au latin et au grec. Là aussi, c'est un sujet qui parfois apparaît pour certains comme désuet. À mes yeux, il ne l'est pas du tout. Plus nous entrons dans une civilisation ultra technologique,
plus nous avons besoin de culture et de sport, je l'ai dit, plus nous avons besoin aussi d'ancrage. Et le grec et le latin nous permettent de puiser au plus profond de notre civilisation, dans ce qui nous permet tout simplement de donner cet ancrage à nos enfants qui ont besoin de points de repère dans notre monde. Et donc, plus nous changeons, et nous changeons beaucoup, plus nous nous transformons, et nous nous transformons beaucoup, plus nous avons besoin de cela, et nous l'encouragerons. Et puis, nous avons besoin aussi, évidemment, de donner, toujours dans le cadre de cet épanouissement des élèves, les clés pour le monde de demain. Et je voudrais, dans ce cadre, insister sur 2 points. D'abord, et c'était présent dans mes précédentes conférences de rentrée, je pense en particulier à celle de 2019, qui avait pu se tenir ici même devant ce platane, eh bien, l'éducation au développement durable. L'éducation au développement durable, le cadre en a été posé à la rentrée 2019, avec 8 axes auxquels nous sommes fidèles. Ces 8 axes, vous vous en souvenez, avaient été élaborés à la suite d'une très grande consultation avec les lycéens de France. Et nous avons été au rendez-vous de ces engagements, notamment parce que l'un des 8 engagements, c'était le développement des éco-délégués. Et donc désormais, il y a 250 000 éco-délégués en France. Ça signifie des élèves qui sont acteurs du développement durable au quotidien dans nos établissements scolaires. C'est évidemment très important, et un cran nouveau a été franchi avec la loi Climat et Résilience, qui inscrit l'éducation au développement durable dans la stratégie de pilotage de l'établissement. Ça signifie concrètement que dans chaque établissement du second degré, vous avez un comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, le CESCE, qui donne une sorte de nouvelle vie à ce qu'étaient ces comités avant qu'on y ait inclus les sujets du développement durable. Désormais, nous voulons la revitalisation de ces comités pour qu'ils incluent les enjeux du développement durable, dont nous savons qu'ils sont très larges. Quand on regarde les objectifs de développement durable de l'ONU, cela englobe tout simplement tout ce qui a trait au bien-être de l'humanité et bien sûr aux enjeux de l'environnement. Et donc les projets vont se multiplier, c'est la création d'un potager, c'est le développement de la biodiversité autour d'un établissement, et au moment où je le dis, il y a une illustration par les oiseaux. Nous avons d'ailleurs eu plus de biodiversité dans cet arbre depuis 4 ans. Ma part, pour qu'il en soit ainsi, a été faible, mais c'est quelque chose que j'ai constaté. Et chaque établissement peut être dans cette logique. Nous avons planté un arbre ici. Vous avez le plus vieil arbre du jardin qui est là, derrière moi, de plus de 250 ans. Vous avez aussi le plus jeune, c'est un ginkgo biloba, qui a juste 1 an et demi. Et dans chaque école, dans chaque établissement de France, il doit y avoir cette démarche. Planter des arbres, créer des potagers, avoir des nids pour les oiseaux, des ruches pour les abeilles. Tous ceux qui vont dans les écoles, les collèges, les lycées, nous savons qu'il y a des initiatives de ce type. Elles se généralisent désormais, elles sont encouragées, elles font l'objet aussi parfois d'appui financier avec les collectivités locales qui sont engagées dans cela. Lorsque nous avons près de 13 millions d'élèves engagés dans le développement durable, nous savons que cela a une contagion sur les familles, et selon les bons concepts du développement durable, c'est-à-dire non pas une forme de pessimisme qui parfois caractérise les inquiétudes parfois légitimes que nous avons sur ces questions, mais au contraire, rendre chacun acteur des défis qui sont devant nous, vis-à-vis du changement climatique, bien sûr, mais aussi vis-à-vis de la biodiversité, 2 dimensions sur lesquelles on peut être très concret au travers de nos élèves. Et puis, il y a le deuxième enjeu d'avenir, qui est celui du numérique. Nous avons évidemment à développer une compétence profonde de nos élèves. J'ai évoqué tout à l'heure le risque de la civilisation des écrans, mais il y a aussi les opportunités de la civilisation des écrans, et pour cela, on doit avoir des élèves formés à l'éducation aux médias, mais aussi au numérique, et notamment au codage. Et de ce point de vue-là, la grande évolution est la certification qu'on appelle PICS. Il y a eu l'année dernière 2 600 000 élèves usagers, et cette année, nous allons certifier les élèves en 3e, au lycée, au CAP, en BTS, en classe préparatoire. C'est une certification PICS dont les élèves pourront se prévaloir dans leur curriculum vitae et qui certifiera un niveau d'informatique que nous donnons désormais au travers de nos formations. Donc l'année 2021-2022 est une année de plein accomplissement des réformes. Vous l'avez compris, l'objectif est très clair, c'est de continuer à creuser les sillons, de ne pas être détourné par la crise sanitaire. La crise sanitaire ne nous a pas empêchés de continuer ces réformes. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais il y a dans vos dossiers des tableaux qui montrent cela. La nouvelle dynamique pour la formation de la vie de l'élève depuis 2017, elle s'illustre à l'école maternelle, à l'école élémentaire, au collège, au lycée et au-delà. Au travers des apprentissages, de l'égalité des chances, des valeurs de la République et des temps éducatifs.
et vous trouvez toutes les politiques publiques menées depuis 2017. Il y a bien entendu toujours des débats sur ces questions, mais en tout cas, ce que j'assume pleinement aujourd'hui, c'est que depuis 2017, collectivement, nous avons été au travail pour que ces éléments s'accomplissent, et bien entendu, au travers de vos questions, je pourrais rentrer dans le détail de chacune d'entre elles. Bien entendu, tout ceci caractérise cette rentrée, et cette rentrée, elle est aussi caractérisée, nous le savons, bien entendu, par la gestion que nous avons à avoir de la crise sanitaire et de tout ce que ceci implique pour nous. Et évidemment, je tenais à vous en parler aussi ce matin. Depuis quelques jours, j'ai annoncé que c'était le niveau 2 du protocole sanitaire qui s'accomplissait. J'avais, au mois de juillet, rendu public les 4 niveaux possibles de ce protocole sanitaire, et j'avais clairement indiqué que c'était à la fin du mois d'août que nous pourrions décider, évidemment en lien très étroit avec les autorités sanitaires, quel niveau s'appliquerait. Nous avons fait une différenciation entre la métropole et l'outre-mer, puisque chaque territoire d'outre-mer est évidemment dans une situation particulière. Je voudrais d'ailleurs souligner que la rentrée à l'île de la Réunion a eu lieu, la rentrée à Mayotte a eu lieu, avec des caractéristiques épidémiques comparables s'agissant de la Réunion avec celles de la métropole, au niveau 2, et elle s'est bien passée. Il y avait hier 0,2% des classes qui étaient fermées à la Réunion, ce chiffre que l'on retrouve assez souvent d'ailleurs depuis le début de la crise en métropole. Les choses d'ailleurs ont plutôt tendance à s'améliorer. J'ai pris mes renseignements encore ce matin sur la campagne vaccinale à La Réunion. Elle commence bien et elle est encourageante. Elle nous dit quelque chose de la façon dont les choses peuvent se passer aussi en métropole au cours des prochains temps. La rentrée à Mayotte s'est bien passée aussi. Là aussi, comme toujours, avant la rentrée, des inquiétudes étaient exprimées par les uns et les autres. C'est bien naturel. Mais il y a eu une bonne gestion de la part des rectorats. Je les en remercie. Et nous sommes aujourd'hui dans un accomplissement serein de ce début d'année scolaire dans ces 2 territoires. À la Martinique et en Guadeloupe, nous l'avons dit hier, nous avons été obligés de reporter la rentrée parce que la situation sanitaire est très difficile et nous a obligés à cela. Quant à la Guyane, nous avons fait une différenciation territoriale interne en distinguant une zone rouge et une zone verte. La zone rouge correspondant à toute la zone de Cayenne et de ses environs, et la zone verte au reste du territoire guyanais. Bien entendu, mon espoir est que nous puissions ouvrir le plus tôt possible, probablement dans une quinzaine de jours, mais ceci reste évidemment à déterminer en fonction de la situation sanitaire. Notre stratégie repose sur différents piliers. Il y a d'abord le premier d'entre eux, et on le voit dans le protocole, qui est désormais le plus classique, je dirais presque le plus habituel, mais nous ne devons pas l'oublier parce qu'en fait, il est l'essentiel. C'est tout ce que l'on a mis sous le chapitre gestes barrières. N'oublions pas que se laver les mains, garder les distances, porter le masque, ouvrir les fenêtres, éviter le brassage d'élèves, tous ces sujets-là sont en fait des éléments clés qui nous ont permis de traverser la crise jusqu'à présent et d'avoir l'objectif d'ouvrir les écoles qui aura été évidemment ce que la France aura réussi dans cette crise sanitaire tout particulièrement. Eh bien, ces gestes, nous les rappelons, ils font désormais l'objet d'un professionnalisme des adultes qui travaillent dans le système scolaire, mais aussi de réflexes de la part de nos élèves, et c'est important de le souligner. Nous continuerons à distribuer les masques pour les adultes qui travaillent dans le système scolaire. Nous développons aussi les capteurs de CO2. Je sais que ce sujet des capteurs de CO2 et des purificateurs d'air a été assez présent dans le débat public ces derniers temps. Je voudrais en dire 2 mots. D'abord pour dire que sur les capteurs de CO2, nous encourageons, qui correspondent à des compétences des collectivités locales que nous respectons, nous encourageons la généralisation de leur acquisition et de leur usage dans l'ensemble du système scolaire. Le capteur de CO2 n'est évidemment pas central dans la stratégie de gestion de la crise sanitaire. C'est comme un thermomètre. Ça permet simplement de savoir quel est le niveau de CO2 dans une classe. Le plus important, c'est surtout d'aller ouvrir les fenêtres le plus souvent possible. Et le capteur de CO2 a une vertu pédagogique intéressante, puisqu'il permet de voir quel est le niveau de CO2. Ce sera d'ailleurs intéressant même au-delà de la crise sanitaire. Et nous travaillons avec les collectivités locales pour que, au cas où elles auraient des difficultés financières pour faire cette acquisition, nous puissions les aider. Mais c'est une généralisation que nous prônons depuis plusieurs mois, simplement comme certains l'évoquent beaucoup dans le débat public, je voulais le préciser aujourd'hui. S'agissant des purificateurs d'air, c'est aussi une compétence des collectivités locales. C'est là aussi un sujet spécifique
parce que depuis le début de la crise sanitaire, les autorités de santé nous demandent de faire preuve de discernement sur les purificateurs d'air. Tous ne sont pas identiques et avec les mêmes vertus. Certains peuvent avoir un effet contre-productif. C'est donc pas aveuglément que l'on doit les développer. En revanche, ça peut être intéressant, notamment dans les cas où il n'y a pas de fenêtre dans une salle, notamment dans ces cas-là. Ils ne remplacent pas le fait d'ouvrir les fenêtres, et donc c'est un usage avec discernement qui doit en être fait, mais nous encourageons là aussi le développement de leur acquisition. Nous le faisons depuis le début de la crise. Certaines collectivités locales l'ont fait. Là aussi, nous sommes à l'appui des collectivités locales sur le plan technique et sur le plan financier. Sur le plan technique, puisque depuis plusieurs mois, nous éditons avec le ministère de la Santé des documents qui permettent de savoir à quelles conditions c'est pertinent d'avoir des purificateurs d'air. Et puis, sur le plan financier, parce que l'État peut être en soutien chaque fois que nécessaire. Au-delà de ces enjeux-là, il y a un deuxième chapitre, un deuxième pilier pour la gestion de la crise sanitaire, c'est la stratégie tester, alerter, protéger. L'année dernière, elle était là aussi un élément clé pour nous permettre de maintenir les écoles ouvertes, et nous l'avons fait avec plusieurs générations de tests, vous vous en souvenez. En cette rentrée, le sujet se pose en termes différents pour le premier degré et pour le second degré, puisque les élèves du premier degré ne sont pas vaccinés, et donc la stratégie de test se déploie massivement dans le premier degré, avec au moins 600 000 tests salivaires par semaine que nous visons comme objectif. C'est le niveau que nous commencions à atteindre à la fin de l'année scolaire dernière. Et nous ajouterons ce qui est nécessaire en la matière en tant que de besoin selon les territoires. S'agissant du second degré, nous appliquons la politique que nous avions l'an dernier d'être capable de rompre les chaînes de contamination par des tests antigéniques ciblés, mais aussi par des autotests disponibles dans chaque établissement. Et il y aura autant d'autotests que nécessaire dans le premier degré que dans le second degré pour arriver, là aussi, à s'adapter aux situations particulières. Par ailleurs, toujours s'agissant des autotests, et pour le premier degré comme pour le second degré, nous nous mettons en situation de donner à chaque adulte qui le demande 2 autotests par semaine dans l'ensemble de notre système scolaire. Ceci doit nous permettre donc de repérer les personnes éventuellement contaminées, et ensuite, avec l'aide des autorités de santé, et je voudrais souligner le travail qui a lieu entre les rectorats et les ARS sur le terrain, eh bien rompre les chaînes de contamination. Et puis il y a un troisième volet, qui est le volet le plus neuf de cette rentrée, évidemment, c'est la vaccination. Nous avons, vous le savez, une volonté d'élargir cette vaccination le plus fortement possible, avec la cible des élèves de 12 à 17 ans, des élèves de plus de 12 ans, tout simplement. Au moment où je vous parle, 57% des 12-17 ans sont déjà vaccinés. On peut d'ailleurs y voir un effet d'impulsion à la fois de ce que le président de la République a dit au titre du pass sanitaire dans la société française, mais aussi de ce que nous avons dit au titre du système scolaire pour les règles qui s'appliquent pour les élèves vaccinés. C'est très important de continuer cette vaccination, et vous le savez, nous avons travaillé, notamment d'ailleurs en ce mois d'août, mais aussi au moment de la sortie de la dernière année scolaire, à la programmation de la vaccination dans nos établissements, de sorte que pour tous les collégiens et lycéens de France, de plus de 12 ans, une proposition vaccinale est faite au plus près du terrain, avec des centres éphémères dans nos collèges et nos lycées, d'une part, ou des centres à proximité des collèges et des lycées, avec des déplacements des élèves volontaires, avec autorisation parentale lorsqu'ils ont moins de 16 ans, pour se faire vacciner, donc soit dans l'établissement, soit à proximité. Je pourrais revenir au travers de vos questions sur tous les détails que vous souhaiterez. Nous sommes aussi donc très confiants dans le fait que nous aurons plus d'élèves, donc nous irons très au-delà de ces 57% grâce à ce dispositif. Et d'ailleurs, les nouvelles que je viens de prendre de la Réunion nous montrent qu'il y a beaucoup d'élèves qui demandent à être vaccinés dans ce cadre-là. Et nous souhaitons aussi évidemment à aller vers 100% d'adultes vaccinés dans le système scolaire. Nous avons demandé à Ipsos un sondage pour savoir où en étaient les professeurs sur ce point-là. Déjà, 78% des professeurs ont terminé leur schéma vaccinal, et donc ont eu 2 vaccins, ou un vaccin s'ils avaient des anticorps parce qu'ils avaient été contaminés une première fois, et puis 11% vont recevoir une deuxième injection d'après cette enquête. On est donc autour de 90% des professeurs en passe d'avoir un schéma vaccinal complet, 89%. Nous allons évidemment en avoir davantage
après cette rentrée, puisque c'est aussi à eux que s'offre la vaccination. Une fois de plus, donc, les professeurs seront au rendez-vous des enjeux de cette crise sanitaire, et je voudrais les en remercier, de même que tous les personnels de l'éducation nationale. Nous avons aussi évidemment une action pédagogique liée à la crise sanitaire en cette rentrée. Je pense non seulement au déploiement de Devoirs faits dont j'ai parlé, qui est une aide personnalisée que nous déclenchons pour les collégiens, mais aussi aux lycéens, puisque nous avons créé l'équivalent de 1500 ETP sous forme d'heures supplémentaires pour cette rentrée, pour avoir dans chaque lycée une proposition d'appui aux lycéens pour toute l'année. Donc, s'agissant de la gestion de la crise sanitaire, nous en avons une vision en termes de santé publique, évidemment, mais aussi en termes d'appui pédagogique. Je suis évidemment attentif à tout ce qui se dit dans le débat public sur ces questions. Ce à quoi j'appelle, c'est de nouveau à une forme d'unité nationale autour de cet enjeu. Je crois qu'après 1 an et demi, nous avons une crédibilité sur cette question. Je suis parfois un peu étonné de voir un peu les mêmes arguments ressurgir à chaque fois, et parfois avec de la création d'inquiétudes qui n'est pas adaptée. Je crois que, bien sûr, le monde entier se trouve toujours en situation d'incertitude vis-à-vis des lendemains de la crise sanitaire, et je n'ai jamais masqué ce point. En revanche, avec sérénité, nous devons nous donner les garanties maximum de santé dans le fonctionnement quotidien des écoles. C'est ce que nous avons fait à toutes les étapes. Et donc, à tous ceux qui analysent le débat public, je voudrais les inviter à regarder tout ce qui a été dit depuis 18 mois, si bien par moi-même que par parfois des personnes qui estimaient que nous ne faisions pas les choses comme il fallait. Nous n'avons certainement pas été parfaits, personne ne l'est jamais d'ailleurs sur cette terre, mais nous avons fait notre maximum dans un travail d'équipe, et ce travail d'équipe a donné un fruit dont nous devons être fiers, dont nous devons être très fiers. C'est que la France est le pays qui a maintenu les écoles ouvertes pendant la crise, avec des imperfections, avec parfois l'obligation de fermer des classes, de fermer très momentanément, mais nous sommes de très loin ceux qui avons réussi à ouvrir. Je me reportais à certains articles ou interviews depuis 18 mois ces derniers temps, et encore une fois j'invite chacun à cet exercice. Telle personne par exemple qui porte des craintes importantes pour les temps qui viennent, portait le même genre de crainte en janvier dernier. Il disait il faut fermer les classes tout de suite en attendant que ça baisse. Si nous avions suivi cela, bien, nous aurions le même nombre de semaines de classes fermées que par exemple nos voisins allemands. Je rappelle que la moitié des élèves des États-Unis n'ont pas eu cours pendant 1 an. Je n'ai pas suivi ce genre de choses. Et au fond, si j'avais voulu simplement me préserver moi-même, c'est ce que j'aurais suivi cela. Ce que j'ai voulu, c'est préserver les élèves de France. Et aujourd'hui, nous avons une crédibilité sur ce sujet. Et je voudrais qu'on nous en fasse justement crédit aujourd'hui, parce que du travail a été fait. Ce travail, c'est le travail des 1 million de personnels de l'éducation nationale, des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans les collectivités locales, des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, qui font un travail de quotidien, de préparation de cette rentrée, et qui fait que nous pouvons être tout à fait sereins sur cette rentrée scolaire. Elle aura lieu. Bien sûr, nous rencontrerons des difficultés. Bien sûr, il y aura des problèmes, mais nous nous mettons en situation de les gérer. Nous nous mettons en situation de piloter. Là aussi, il y aura forcément de nouvelles mesures dans les temps à venir, en fonction de la situation. Il y aura sûrement des gens pour dire « Ah oui, les choses changent », et ça n'est pas agréable, c'est vrai. Nous aimerions tous que le virus ne soit pas là, mais nous nous mettons en situation de la gérer au plus près, en tirant profit aussi de l'expérience accumulée depuis 18 mois. Et donc, il est très important d'avoir à la fois une fierté collective d'avoir maintenu les écoles ouvertes, et d'avoir confiance en nous-mêmes, dans le fait que nous allons continuer à maintenir cet objectif, dans une situation qui n'est pas la même que précédemment, parce que nous avons un atout que nous n'avions pas auparavant, qui est le vaccin, évidemment. Et avec ce vaccin, nous pouvons avoir plus de sérénité encore que nous en avions eu dans les épisodes précédents. Je voudrais évidemment poursuivre la description de cette rentrée scolaire en vous parlant des ressources humaines, sujet dont j'ai parlé de nouveau avec les organisations syndicales hier. Je vous montrais tout à l'heure un tableau sur l'évolution en matière éducative. Je voudrais vous montrer un tableau maintenant sur la gestion des personnels, avec les enjeux d'entrée dans le métier, d'accompagnement et de déroulement de la carrière, et de protection et de valeur pour nos professeurs et pour nos personnels. Bien sûr, là aussi, je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails, mais vous voyez sur les 5 rentrées scolaires tout ce qui a évolué depuis 2017. Et je voudrais rentrer maintenant sur ce qui est essentiel en cette rentrée en la matière. D'abord, vous vous en souvenez, le 26 mai dernier, à l'occasion de conclusion du Grenelle de l'éducation, j'ai pris 12 engagements et j'ai évidemment bien l'intention de les tenir. J'ai présenté hier aux organisations syndicales un point d'étape
des travaux engagés, sur la personnalisation des parcours, sur la formation au collectif de travail, sur l'amélioration du service public d'éducation, et notamment les remplacements. Ces 12 engagements seront réalisés cette année, en 2021-2022. La question des revalorisations attire évidemment tout particulièrement l'attention, à juste titre. Pour 2021 et 2022, c'est 1,5 milliard d'euros qui auront été injectés en plus pour le pouvoir d'achat des professeurs. Ce sont des sommes considérables. C'était 400 millions l'année dernière, c'est 700 millions cette année, 700 millions auxquels il faut rajouter donc les 400 millions 2 fois de l'année dernière. 400 millions qui ont été mis l'année dernière et qui sont, comme on dit, en base, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans le budget de cette année. Et donc, cela fait 1,5 milliard de plus par rapport à 2020, en 2022. Nous ciblons cela donc pour un budget 2022 qui sera un budget de croissance. Ce quinquennat aura été, et de très loin, le quinquennat de plus forte augmentation budgétaire de l'éducation nationale. Et là, quand je vous dis ça, c'est pas de la littérature, c'est des mathématiques. Tout un chacun peut vérifier ce point. Je suis certain qu'il y aura encore débat et autres, mais là, je suis très sûr et debout sur cette question, et on pourra en parler autant que l'on voudra. Ce quinquennat aura été le mandat de plus forte augmentation budgétaire de l'éducation nationale. Et forcément, cela se traduit en pouvoir d'achat des personnels, et j'en suis fier, parce que c'est une position que j'assume et que je partage évidemment avec les organisations syndicales, qui est une position à assumer à l'échelle française, à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, qui est que nous avons besoin d'investir en éducation. Pour l'avenir de l'humanité, pour l'avenir de la planète, pour l'avenir de nos enfants, il est évident que les sociétés modernes doivent investir en éducation. A fortiori dans les sociétés qui ont particulièrement souffert des confinements dans le monde entier. Si nous ne voulons pas de grands troubles géopolitiques, de grands troubles de tous ordres dans les temps à venir, il faudra que le monde entier investisse en éducation. C'est une évidence. Et la France doit évidemment montrer la voie sur un tel sujet. C'est ce qui va se passer avec le budget 2022, c'est ce qui se passe quand on regarde le budget sur 5 ans, et c'est évidemment quelque chose qui se traduit en matière de revalorisation des professeurs. Le professeur ne disparaîtra pas avec la civilisation ultra-technologique, au contraire, il va être encore plus essentiel. Il va être le facteur humain au centre de la société dans le monde entier. Et pour ça, ça doit être un métier attractif, bien payé, bien recruté, bien formé, heureux de travailler. Et c'est pas seulement les professeurs qui seront bénéficiaires d'une telle chose, c'est les élèves, évidemment, au travers des professeurs, et en réalité la société en son entier. Cette conviction, je crois que nous sommes très nombreux à la partager, et nous devons la porter, je la porterai aussi d'ailleurs dans la présidence française de l'Union européenne, et nous la portons très concrètement par les augmentations budgétaires. Alors, ces augmentations budgétaires, elles ont vocation à se réaliser étape par étape. Nous avons décidé de commencer notamment par les débuts de carrière, mais nous allons aussi maintenant vers les milieux de carrière, et bien sûr, ça a vocation à se prolonger dans les temps à venir par les fins de carrière, mais la priorité était tout de suite au début de carrière. Concrètement, ça veut dire qu'un professeur qui gagnait 1700 euros net jusqu'à 2020 va gagner 1869 euros net en 2022. Donc, quand nous prenons les plus jeunes de France, cela signifie qu'il y a 169 euros de plus par mois sur un an et demi qui auront pu être créés tout simplement par le Grenelle de l'éducation. Ce sont des augmentations substantielles et c'est des augmentations qui ont vocation à continuer. L'objectif que l'on doit se fixer, c'est qu'il n'y ait pas un seul professeur de France qui gagne moins de 2000 euros net par mois. Et cet objectif, eh bien, nous en avons fixé la trajectoire. Nous avons fait déjà, comme vous le voyez par les chiffres que je viens de donner, plus de la moitié de l'objectif en un an et demi. Et évidemment, si nous sommes encore en responsabilité au-delà, nous accomplirons cet objectif. Mais il est aussi démocratiquement normal que cela soit sur la table et que l'on puisse en discuter. Mais en tout cas, ce que je pose sur la table, c'est que l'investissement en éducation est la priorité évidente d'un pays moderne comme le nôtre. Cette augmentation pour les débuts et milieux de carrière, dont j'ai donné le détail à tous les professeurs de France au travers d'un message qui leur a été adressé hier soir, elle permet aussi de cibler certaines catégories pour aller encore plus loin. Je pense en particulier aux directeurs et directrices d'école, dont la prime de rentrée sera pérennisée de 450 euros. Je pense aussi aux directeurs et directrices d'école qui vont être concernés par les augmentations de décharges. Ils sont 40% à être concernés par des améliorations de leurs décharges en cette rentrée. Nous y consacrons 600 ETP. Et puis, ils vont être aidés par 30 000 services civiques dans l'ensemble du système scolaire. Nous continuons le travail sur les directeurs et directrices d'école. Si vous faites le bilan sur ce qui est fait depuis 2 ans en la matière, nous avançons pas à pas sur toute une série d'améliorations, que ce soit en matière de rémunération, que ce soit en matière
d'aide. Nous devons faire encore plus, et nous allons le faire. Je rappelle que la proposition de loi Rilhac va revenir devant l'Assemblée très prochainement. Et évidemment, nous serons très attentifs pour reconnaître toujours plus le métier de directeur et de directrice d'école. Là aussi, à la fin, ça bénéficie à nos élèves parce que des responsabilités prises au plus près du terrain, de la reconnaissance de cette responsabilité si essentielle dans notre pays au plus près du terrain, c'est à la fin à nos élèves et à leurs familles que ça bénéficie. Nous avons aussi ciblé les AESH, je l'ai dit tout à l'heure. Au 1er septembre 2021, nous consacrons 60 millions d'euros à la revalorisation des AESH et donc au début de mise en œuvre de cette grille indiciaire dont je parlais, qui doit leur garantir de ne jamais être en dessous du SMIC, bien entendu, et d'avoir des véritables perspectives de carrière dont j'ai déjà parlé. Cette rentrée scolaire est donc une rentrée scolaire caractérisée par des évolutions très positives en matière de gestion des ressources humaines. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais les éléments clés, vous les connaissez. C'est l'esprit d'équipe, qu'on travaille de plus en plus de façon collective dans notre système. Ça fait partie du bien-être, mais c'est aussi la personnalisation du parcours de chaque professeur. C'est le fait que chaque professeur et chaque personnel de l'éducation nationale doit se sentir considéré et sentir qu'il a un interlocuteur dans l'institution. L'institution n'est pas un monstre froid, l'institution est au contraire une maison commune dans laquelle il y a la personnalisation du parcours de chacun. On fait attention aux atouts et aux problèmes de chacun. Cela va se traduire aussi par de l'appui, sur un plan social, de l'aide au logement, toute une série de mesures qui font partie du Grenelle de l'éducation et qui s'accompliront en 2021-2022, comme par exemple le projet Préau, qui consiste tout simplement à avoir des offres pour nos personnels en matière de logement, en matière de loisirs, en matière de culture, etc. Nous y consacrerons aussi des moyens qui sont prévus dans le budget 2022. Et puis il y a une innovation et je vous rassure, j'arrive rapidement à ma conclusion, il y a une innovation en cette rentrée scolaire qui est essentielle et qui faisait partie des grands engagements du président de la République. Et je le dis en présence de Béatrice Gilles, ici présente, parce qu'elle est la présidente du Conseil d'évaluation de l'école, qui a été créée par la loi pour l'école de la confiance. Et cette loi pour l'école de la confiance, vous le savez, a voulu transformer le système scolaire par un certain nombre de changements structurels profonds. L'évaluation en fait partie. Dès lors qu'il y a évaluation, il y a responsabilisation, il y a projet. L'évaluation, c'est d'abord l'auto-évaluation. Le fait que les établissements soient amenés à s'auto-évaluer régulièrement et à dire où ils en sont. Regarder leurs forces, mais regarder aussi leurs faiblesses pour justement faire évoluer les choses. Et sans que ce soit jamais quelque chose de négatif, mais au contraire quelque chose qui fait avancer, qui fait progresser. C'est l'esprit du Conseil d'évaluation de l'école. L'objectif, vous le savez, c'est que 20% des établissements soient évalués chaque année. Et on a commencé à cet objectif l'année dernière, malgré la crise sanitaire, un peu en dessous de 20%, mais c'était normal. Mais nous avons donc l'objectif qui est toujours là, d'avoir tous les établissements de France évalués sur une période de 5 ans, au moins une fois. Cette évaluation, elle porte évidemment sur les apprentissages et le parcours des élèves. Est-ce qu'un élève a progressé dans les savoirs fondamentaux et dans l'ensemble des savoirs au cours de son parcours d'élève? Mais elle porte aussi sur la vie et le bien-être de l'élève. J'ai parlé tout à l'heure de harcèlement scolaire et donc de climat scolaire. Eh bien, chaque établissement va être invité à regarder où il en est dans ses stratégies en la matière. J'ai dit tout à l'heure, on généralise le programme phare en harcèlement. Vous pouvez me répondre, mais est-ce que ça va se passer pour de vrai sur le terrain? Eh bien, l'évaluation permet de le faire dans le cadre de l'autonomie des établissements, parce que les établissements vont être de plus en plus autonomes. Nous l'avons réaffirmé d'ailleurs dans la charte de pilotage des établissements, et donc nous avons vu avec les chefs d'établissement ces derniers jours. Ils sont autonomes et responsables, et parce qu'ils sont responsables, ils ont un projet d'établissement plus affirmé que jamais, et ils s'évaluent par l'auto-évaluation et par l'évaluation du Conseil d'évaluation de l'école, pour voir dans quelle mesure ils progressent. On a donc un levier de progrès du système éducatif considérable qui se met en route actuellement. Je voudrais, pour conclure, avec Sarah El Haïry, parler du sujet par lequel j'ai commencé, c'est-à-dire l'école de la République, les valeurs de la République. La République est le socle de notre école parce que nous voulons que nos élèves, tout simplement, soient des personnes et des citoyens heureux dans une société unie. La République, c'est le remède contre la fragmentation. Et cela passe par des valeurs, et par des valeurs extrêmement concrètes. En 2020-21,
en octobre 2020, pardon, nous avons été endeuillés. Nous, c'est pas seulement le système scolaire, c'est en réalité la France et même le monde. Je me souviens de la solidarité internationale qui s'est exprimée à ce moment-là, lorsqu'il y a eu l'assassinat de Samuel Paty. Samuel Paty est emblématique de l'engagement pour la République. Et ce drame, évidemment, nous engage. Il nous engage à ce que plus jamais une telle chose puisse se produire. Il nous engage aussi à la clarté, à la netteté, à la fermeté sur ce qui nous unit, nous constitue, c'est-à-dire la laïcité, le respect d'autrui et évidemment la liberté d'expression qui fait partie des droits de l'homme fondamentaux. L'engagement de tous derrière ces valeurs est essentiel. Et pour cela, il faut non seulement que les valeurs soient transmises, mais qu'il y ait un engagement concret des élèves. Et cet engagement concret, ça doit devenir un point fort de la France. Et là aussi, on doit faire de la comparaison internationale. S'engager pour l'intérêt général, au quotidien, dès l'école primaire. C'est quelque chose qui va s'affirmer ces prochains temps, avec des choses qui sont phares dans tout cela. Je pense en particulier au SNU et au service civique. Je vais donc laisser la parole à Sarah El Haïry pour qu'elle expose ses projets qui sont les projets phares, et je reviendrai après elle sur tout ce que cela signifie comme diffusion des valeurs dans notre système scolaire. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Effectivement, vous avez commencé par les fondamentaux, et les fondamentaux ne peuvent être que la République. L'école est la colonne vertébrale de notre République. Et si on parle de capital sport, si on parle de capital éducatif, de capital culturel ou encore d'égalité des chances, ça ne fonctionne que si on accompagne également notre jeunesse, nos adolescents, dans leur capital et dans leur chemin de citoyenneté. Et ça ne commence, encore une fois, qu'en rappelant les fondamentaux et en les transmettant. Ces fondamentaux, je crois qu'on ne se lassera jamais de le dire et de le répéter. C'est évidemment nos fondamentaux qui commencent par la laïcité. Et d'ores et déjà, et dès le début, dès 2017, le ministre a commencé en fondant le Conseil des sages de la laïcité, en allant vers la mise en œuvre et le déploiement du vade-mecum de la laïcité. Et avec énormément de courage, parce que je pense qu'il est nécessaire de le rappeler, dans une période où la fragmentation gagne, eh bien, nous commençons cette rentrée avec une campagne pour la laïcité, parce que c'est ce qui, en réalité, nous permet de vivre ensemble, de vivre en tant que Français, et surtout de vivre et de renforcer cette cohésion. C'est pour ça que c'est le projet du président de la République que nous mettons en œuvre avec le ministre, le service national universel est un temps fort parce qu'il va permettre de vivre ensemble, de mieux vivre ensemble, d'être confronté effectivement aux réalités, aux difficultés de l'adolescence, les questions de harcèlement, les questions d'égalité entre les jeunes filles et les jeunes garçons, répondre également aux grands enjeux, aux enjeux de transition environnementale, mais avec un cap, une sorte de boussole assez claire, celle d'augmenter la résilience et la cohésion nationale. La résilience, c'est quoi? C'est évidemment se réapproprier des repères, se réapproprier des cadres, trouver son chemin d'engagement. Ça commence dès l'école primaire et ça sera encore précisé par le ministre. Et ça prend finalement des chemins qui peuvent être différents. Le service civique, c'est la 3e étape du service national universel. Parce que je sais que même si vous en êtes des fins connaisseurs, c'est bien de rappeler en un instant qu'est-ce que le service national universel. 3 temps. Un temps de séjour de cohésion qui dure 2 semaines, un temps qui est un temps d'engagement personnel, individuel, qui est en réalité la mission d'intérêt général, et puis un temps d'engagement long dans la société. Le premier temps, cette année, alors que, disons-le, mais un peu comme pour l'école, tout le monde nous disait « vous n'allez pas y arriver », la situation sanitaire, est-ce que c'est vraiment prioritaire? Jamais les fondamentaux de la République ne seront pas prioritaires, à aucun moment. Alors évidemment, nous l'avons fait grâce à la mobilisation de l'ensemble des chefs d'établissement, des recteurs et de tous ceux qui croient en fait en notre cohésion nationale. Et c'est comme ça qu'on a eu plus de 29 000 jeunes qui ont volontairement postulé pour être présents. Avec la réalité sanitaire, nous avons accueilli presque 18 800 jeunes qui ont fait leur séjour de cohésion, qui aujourd'hui sont en train de faire leur mission d'intérêt général et qui ont toute l'année pour le faire. Parce que c'est une ambition forte, l'année prochaine, nous allons accueillir au minimum 50 000 jeunes volontaires en service national universel. Parce que c'est toute une génération que nous souhaitons accueillir et accompagner. C'est le projet du président de la République et c'est ce que nous mettons en œuvre. L'objectif, c'est évidemment 800 000 jeunes. Je ne vais pas aller plus loin, mais en réalité, le fil rouge de mon action, c'est-à-dire renforcer notre société, la société de l'engagement, eh bien, elle est à l'image même
de la ligne rouge du ministre de l'Éducation nationale. Maîtriser les fondamentaux c'est les valeurs de la République, personnaliser les parcours. Ces parcours, ça peut être le service national universel, ça peut être le choix de s'engager dans des réserves, gendarmerie, police, associations, mais également et surtout service civique qui nous tient à cœur. Service civique également avec un objectif extrêmement fort du président de la République, 245 000 missions. 245 000 missions qui vont permettre à chaque jeune de pouvoir vivre une expérience d'intérêt général, de vivre du commun. Ce commun, il peut prendre plusieurs formes parce que nous l'avons souhaité, préparer la présidence française de l'Union européenne avec plus de 2000 missions spécifiques de citoyenneté européenne, de jeunes qui vont aller vivre une expérience européenne forte, mais également répondre aux enjeux de notre temps. Nous avons déployé avec toute l'équipe gouvernementale, évidemment sous l'ambition forte du ministre, 10 000 missions de service civique avec le ministère de la Santé et des Solidarités pour plus d'intergénérationnel. C'est les missions Solidarité Senior, parce que les enjeux environnementaux et nos enjeux ODD ont été rappelés, eh bien nous déployons plus de 1000 missions également de transition environnementale ou encore d'accessibilité. Et ça, c'est évidemment notre lutte pour l'égalité et surtout pour une société de l'inclusion. Je ne vais pas être plus longue parce qu'en réalité, le fil rouge, il est simple. Société de l'engagement, que chacun trouve sa place dans notre pays, parce que chaque jeune a sa place, mais pour y arriver, il nous faut renforcer notre commun, et notre commun, ça reste, et ça restera, parce que c'est notre combat, et bien les valeurs de la République. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est vrai qu'au travers de la République, on retrouve tous les sujets qui sont les nôtres à l'école. Nous avons voulu, je vous le disais tout à l'heure, avoir une véritable campagne vis-à-vis de nos élèves en la matière. Je le dis en présence d'Alain Sexy, qui est le secrétaire général du Conseil des sages de la laïcité, qui représente Dominique Schnapper, notre présidente de ce Conseil des sages. C'est avec eux et avec beaucoup d'acteurs concernés que nous avons élaboré cette campagne qui commencera dans quelques jours. Nous avons choisi de parler aux jeunes de 9 à 18 ans en partant de leur vécu quotidien, de leur expérience à l'école, au collège et au lycée. Et dans le dossier de rentrée qui vous a été remis, vous avez les affiches de cette campagne. Et là, elles sont en train de défiler sur l'écran. C'est avec les prénoms d'ailleurs véritables des élèves que vous voyez, puisqu'on m'a déjà posé cette question. Ce sont de vrais élèves. Donc. Si le respect est la valeur cardinale pour les jeunes aujourd'hui, cette campagne doit les aider à comprendre que la laïcité, c'est bien justement le choix de l'école pour respecter chacun. Cette notion de respect est essentielle, elle se traduit de 1000 façons. Par exemple, l'égalité homme-femme, je le dis en présence de Claude Roiron, qui est la déléguée ministérielle sur les sujets de l'égalité homme-femme. Et là aussi, je ne peux rentrer maintenant dans tous les détails, mais nous avançons considérablement sur ces questions. Et plus qu'une campagne de communication qui débute par un affichage public à partir du lundi 30 août, c'est une dynamique pédagogique qui est en œuvre, de façon à ce que tous les établissements et toutes les écoles qui sont destinataires de ces affiches et de ces documents bien puissent s'en saisir avec des ressources adaptées. Et je voulais vous montrer aujourd'hui aussi, parmi les ressources que je voulais vous montrer aujourd'hui, le guide républicain, donc qui va être diffusé dans l'ensemble du système scolaire, où vous trouvez les ressources sur la laïcité à l'école, la République à l'école, et puis il y a tout simplement l'idée républicaine, avec des références littéraires, grands auteurs de France, parce que, encore une fois, l'idée républicaine, c'est pas seulement des concepts, mais c'est aussi des réalités dans notre histoire, et c'est ce qui nous constitue. Et nous avons besoin aujourd'hui de consolider cela. Encore une fois, et je terminerai par là, la République, c'est l'unité, c'est la diversité dans l'unité. Nous sommes heureux d'être divers, nous sommes aussi une démocratie, et cette démocratie, elle doit être vivante, et c'est une chance, aussi bien d'un point de vue historique que dans l'espace du monde tel qu'il est aujourd'hui, et elle se construit notamment à l'école. Donc la République et la démocratie sont essentielles, et c'est l'école de la République qui va les consolider pour les temps à venir, dans un monde complexe, où nous avons besoin d'une France forte, grâce à des élèves bien formés, partageant les valeurs de la République. Et donc s'il y a un mot-clé, c'est bien celui-ci, celui de République, qui va de pair avec ce que vous avez entendu dans la bouche de mes trois collègues, c'est-à-dire l'esprit d'équipe. Nous sommes fiers de nous présenter à vous ainsi, dans cette équipe, qui n'est pas seulement une équipe de 4 personnes, vous le savez bien, c'est une équipe d'1 million de personnes, des personnels de l'éducation nationale, dont je suis fier d'être à la tête, et parce que, tout simplement, il s'agit de l'institution fondamentale de la République, qui préserve notre présent, mais qui aussi prépare notre avenir. Merci beaucoup.